On va commencer avec ça. Merci d'être là. Ça sera génial. Merci d'être à NFT Biarritz. Et on va avoir une super discussion ensemble avec cette équipe de rêve sur les questions qu'on va traiter là. Moi, je m'appelle Ethan Pierce. L'accent, c'est parce que je suis du Cantal. Non, mais j'ai vécu 6 ans dans le Cantal. C'est pour ça que je demande des chocolatines dans une poche à Paris. Mais l'accent, c'est américain. Ça fait 16 ans, non, peut-être 17 ans que je suis en France. J'ai plusieurs activités, peu importe pour moi, mais les petites choses, je fais beaucoup d'interventions en conf et tout ça parce que ça me donne la visibilité et parce que je peux aider les gens à comprendre ces sujets. Et ça amène les gens vers moi. Ouh, c'est de la fête. Le mec en régie vient de dire, mais qu'est-ce qu'il a fait avec le micro? Désolé. Donc, Borderless Ventures, c'est une family office qui investit dans l'IA, le Web3 et la sustainabilité, avec aussi une activité de syndicat. C'est pas la version de syndicat au niveau français, mais syndicate, c'est qu'on réunit les investisseurs un peu peut-être plus petits, 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 50 000, ensemble pour faire un investissement groupé dans une start-up et toutes les choses comme ça. Et vous n'avez pas besoin d'être un VC ou quelque chose comme ça pour faire ce type d'investissement. Donc, je fais ça d'un côté, et de l'autre côté, avec le Crypto Assets Institute, j'ai accompagné les grands groupes et les fonds d'investissement dans toutes leurs questions, toutes leurs réflexions autour de Web3 et compagnie. Et ça me donne l'opportunité d'être ensemble avec les gens comme ça je peux apprendre plus, toutes ces bonnes choses. Et donc je vais laisser la petite équipe de rêve là se présenter rapidement de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font un peu chez eux. Et après on va entrer vraiment en détail. De leurs activités spécifiques, leurs projets, pourquoi c'est intéressant. Et j'ai discuté avec tout le monde, je connais un petit peu déjà, mais les choses qu'ils ont fait, c'est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de grands groupes qui jouent avec le Web3 aujourd'hui pour découvrir un peu ça sert à quoi, est-ce que c'est vraiment utile pour nous, c'est quoi ces Monkey JPEG, c'est peut-être pas pour nous, toutes ces choses. Là, on a 4 ou 3, mais 3,5, un bon exemple parce qu'on a 2 personnes d'Airbus, un peu, 2 versions un peu différentes, avec vraiment des projets intéressants qui sortent un peu de ce qu'on va parler de NFT, utilité, Web3, un peu blablabla, et vraiment dans la réalité de comment un grand groupe, comme un corporate peut profiter de Web3 pour leurs activités. Donc, sans expliquer ça plus, on va parler de Web3 et les grands groupes, et en première, c'est Vincent. C'est ça. Merci Ethan pour l'introduction. Avec grand plaisir. Vincent Welker, je travaille chez Airbus, donc ravi d'être présent parmi vous et merci. Petit merci au passage à OpenGem pour l'organisation et l'invitation de ces 2 journées qui sont assez top. Je suis ingénieur, je travaille chez Airbus Hélicoptère, division hélicoptère et anciennement Eurocopter depuis ma sortie d'école d'ingé, donc depuis plus de 20 ans. Et je suis en charge aujourd'hui d'une équipe d'ingénierie sur tout ce qui est conception cockpit et avionique des hélicoptères. Vous allez me dire quel rapport avec le Web3 ? J'en dirai quelques mots après. Super. Donc, Alex. Donc, bonjour à tous. Donc, je partage l'enthousiasme de Vincent. Donc, je fais aussi partie donc, de Airbus Hélicoptère. Par contre, moi, je suis plutôt dans la plomberie chez Airbus Hélicoptère. Je fais partie du département informatique. Donc, j'ai plutôt le penchant tech. Je suis un techno-addict et ça fait depuis à peu près 2012 en fait, que je me suis intéressé à la technologie blockchain. J'ai accéléré en 2017-2018 en suivant une formation chez Alira, etc., en faisant la certification associée, pour pouvoir essayer d'amener, justement, essayer de nous projeter en fait, sur cette technologie en laquelle je crois beaucoup, sur plusieurs use cases, et de l'amener dans le monde de l'industrie. Et donc là, on en parlera peut-être certainement même plus en détail après. Génial. Sylvain ? Bonjour, donc Sylvain. Donc moi je dirige, j'ai créé l'accélérateur Alliance il y a maintenant 7 ans. Il est basé à Nice dans l'Alliance Riviera, donc dans le stade Alliance. On accélère des startups qui ont un lien potentiel avec Alliance, avec les différents business d'Alliance. Ça
peut être des startups Web3. En l'occurrence, récemment, c'était des startups Web3, mais on a accéléré des startups de différents domaines. Et le lien avec le Web3 crypto, on a accéléré Ledger en 2016-2017. C'était la belle époque de Ledger, donc on a eu cette chance-là en fait. On est le seul accélérateur à avoir accéléré Ledger à une époque où ils ont fait une très belle croissance. Et j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Jonathan Bugnot. Moi, j'ai une formation de créatif. J'ai commencé en agence de pub, après j'ai monté mon studio de création, et ça fait 5 ans et demi maintenant que je suis dans le groupe Renault. Au départ, j'ai travaillé sur les marques Dacia, Alpine et Renault sur du branding. Et quand il y a un an, Luca De Meo, le CEO du groupe, a demandé à Lorenz Van Dijker au design, là où je travaille, de travailler une stratégie métaverse et Web3, il s'est entouré des quelques personnes dans le groupe qui pouvaient connaître un petit peu ces sujets, qui s'étaient déjà un petit peu intéressés à ça. Et donc aujourd'hui, on a commencé, on était 2-3, maintenant on est 7 ou 8. Et je suis entouré justement d'ingénieurs, de gens de l'IT aussi pour m'accompagner. Et donc l'idée c'est de travailler un petit peu la vision que peut avoir le groupe sur la place que peuvent avoir ces nouvelles technologies en fait, pour améliorer nos services et nos produits actuels. Super. Bon, ce qui est intéressant avec les 3 exemples qu'on va entrer en détail, c'est que tous les 3, ils ont un peu 2 choses qui les intéressent. Un peu le Web3 en pur, ça sert à quoi, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a des opportunités. Et après, qu'est-ce que vous avez pu faire ou vous voulez faire vraiment en appliquant le Web3 et toutes les technologies derrière dans vos activités. Si c'est le marketing et communication, si c'est pour toutes les choses que vous faites chez Allianz, côté technique, IT un peu chez Airbus, mais aussi le côté industriel et design et tous les documents derrière. Donc il y a plein de bons exemples qu'on va voir ensemble. Il y a un peu un tissu entre eux qui joue, donc on va avoir une discussion. Donc je vous invite, comme on a déjà discuté, de faire ça entre vous, parce que je pense que vous pouvez bien connecter toutes ces idées ensemble. Je pense qu'on va avoir une discussion très riche. Donc, première chose, parce que on avait tellement de bons exemples qu'on avait discuté tout à l'heure, je pense que ça sera une bonne opportunité on peut démarrer la conversation et voir aussi comment on peut avoir ça à 5. Donc, peut-être expliquer un petit peu, vous deux, qu'est-ce que vous faites chez Airbus Helicopters au niveau IT et au niveau industriel engineering? Juste pour donner le contexte avant qu'on parle de Web3. Ça marche. Je peux donner un petit peu de contexte sur une démarche personnelle déjà que j'avais faite de mon côté, parce que je suis rentré sur ces aspects blockchain et Web3, parce que ma sœur a acheté du Bitcoin au milieu du bull run, et c'est plutôt moi le geek de la famille, et je me suis dit, c'est quoi ces technos, je connais pas, elle achète du Bitcoin, j'en ai pas, je vais regarder un petit peu. Donc j'ai fait un petit peu de gambling casino sur les shitcoins pour savoir un petit peu, mais au-delà de ça, qui m'ont occupé quelques nuits, je me suis dit, mais c'est intéressant, cette blockchain, elle est quand même ouverte, elle est transparente, on peut voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se fait, et je me suis intéressé un petit peu aux applications, et forcément, en tant qu'industriel, on se pose vite la question, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire pour notre business, pour notre boulot de tous les jours? Est-ce que c'est applicable? Et je m'étais dit, voilà, on va réfléchir à des use cases. Au sein d'Airbus, il y a tout un tas d'entités aussi qui existent, où il y a des réflexions sur ces aspects techno. Et la démarche a été la suivante au début d'année dernière, en se disant, mais plutôt que finalement chercher un use case, faisons un petit projet qui aide les gens à comprendre ce que c'est, qu'est-ce que cette technologie, et finalement d'embarquer les gens, puisque côté Airbus, on est quand même 150 000 personnes dans le monde. Ça fait du monde, ça fait toutes les générations, c'est sur tous les continents. On a des ouvriers, on a des cadres supérieurs, on a toute une bonne représentation de la population. Et finalement, ces sujets, cette technologie est assez peu connue. Et ça coïncidait avec les 20 ans d'Airbus Hélicoptère qui ont été fêtés l'an dernier. Et on a trouvé un bon relais auprès de l'IT, de la com, du légal, des services ressources humaines, pour faire un petit projet qui était de dire, au lieu de distribuer des goodies comme on distribuait des pins il y a 15 ans, distribuons un petit goodies numérique. Donc on a réalisé une œuvre d'art avec une artiste numérique d'un de nos hélicoptères. On en a fait un NFT et on a fait des tutos pour expliquer aux gens ce qu'était un NFT, comment créer un wallet,
avec une distribution libre de ce NFT pour l'occasion de cet événement-là. Et ça s'est plutôt pas trop mal passé, puisqu'on en a distribué 3000, c'est-à-dire 3000 personnes au sein du groupe ont créé leur wallet et ont fait leur petit mint sur une page dédiée à l'occasion. Alex pourra pour dire un mot. Et c'était finalement notre contribution à... on parlait d'évangélisation dans le panel précédent. Voilà. Pour moi, l'étape d'évangélisation, d'éduquer un petit peu, aussi, au sein d'un grand groupe, on peut y contribuer et faire des petits projets qui créent ce sentiment de communauté. Chaque employé a eu l'opportunité de récupérer un petit goodies numérique d'un hélicoptère fait par Airbus sur ce thème. Génial. Tu veux compléter un peu ça? Allez, je complète un tout petit peu pour les aspects techniques associés. Et puis moi, ayant été un tout petit peu plus en amont en fait sur l'approche blockchain, etc., et sur la techno en tant que telle, ce qui nous a importé en fait dans le projet, alors d'abord c'est effectivement, on part du principe que c'est une réussite puisqu'on a réussi à en émettre 3000. C'est aussi une réussite dans le cadre en fait du projet en lui-même, puisqu'en fait on a réussi à le sortir en 6 mois dans sa totalité. Alors ça fait beaucoup pour peut-être certains, mais ça fait très très court en fait à l'échelle d'une entreprise comme Airbus. Donc en 6 mois, on a réussi à faire ça. On a réussi à mixer aussi le monde du Web 2 avec le monde du Web 3, puisqu'en fait tout ça a été hébergé en fait en partie sur des éléments d'infrastructure interne et hébergés chez nous, chez Airbus Hélico, sur une plateforme dont j'ai la gestion, entre autres choses, qui accélère aussi et donne cette capacité d'accélérer, puisqu'on a une approche DevOps associée, etc. Bon bref, je ne rentre pas forcément dans tous les détails techniques. Et qui nous a permis vraiment en fait d'amener les gens. La difficulté qu'on a rencontrée quand même dans l'absolu dans ce projet et qui était notoire, c'est de pouvoir donc s'assurer en fait, comme c'était à destination uniquement des employés d'Airbus Hélicoptère, c'était bien sûr de pouvoir les identifier, de s'assurer que c'était bien des employés d'Airbus Hélicoptère et d'Airbus plus globalement qui s'y connectaient et qui pouvaient uniquement claimer ces NFT. Donc là on a un vrai mix en fait de l'infrastructure et de l'architecture Web 2, Web 3 qu'on a mis en place, qui n'a pas trop mal marché. Après, on fera peut-être des rétextes sur le sujet, de la manière dont on l'a approché. C'est perfectible, mais voilà. Donc c'était juste les quelques éléments complémentaires que je voulais rajouter. Et donc, il y a plein de bons exemples de ce que vous faites avec le Web3 déjà. Mais avant d'aller dans les exemples de comment vous utilisez ça, je trouve que le premier point, c'est très intéressant pour les grands groupes, c'est cette idée que si on a 150 000 employés et on va expliquer à tout ce monde que on a décentralisé un peu quelque chose et maintenant vous avez les digital assets qui font ça et il y a tellement de choses que les gens ne comprennent pas. J'adore cette idée de vulgariser en interne les équipes. Donc d'aller un peu dans ce sens-là avant de parler de projets spécifiques, est-ce que vous avez aussi des idées sur ce sujet, le fait que chez Renault, je ne sais pas combien vous êtes au niveau mondial, mais avant de dire aux gens qu'on va utiliser, déjà il y a 20 ans, on va utiliser ce truc qui s'appelle l'email et on va vous former comment ça marche. Mais en fait aujourd'hui c'est un peu la même chose, avant que les gens puissent en fait comprendre comment ils vont résoudre les problèmes avec le Web 3, il faut qu'ils comprennent le Web 3. Ouais. Donc, idée en fait, c'est vrai qu'on est des grands groupes, donc des grands groupes, c'est pas une start-up. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas des gens qui sont arrivés chez nous en disant on est convaincu qu'en fait, c'est là qu'on veut aller pour travailler cette technologie-là. Donc, on est obligé en fait d'embarquer des gens. On est en plus des groupes qui ont je fais partie des un peu plus vieux aussi, mais voilà, donc on est plutôt du 40-50 ans, donc beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément ce que cette technologie veut dire, qui ont entendu en plus beaucoup de choses dans les médias, comme quoi finalement c'était juste du business, et donc il y a évidemment un premier travail, c'est l'acculturation. On a la chance, nous, en plus, qu'on ait un CEO, encore une fois, qui a une vraie vision là-dessus, donc, mais c'est pas pour autant que ça descend. Donc, en fait, le premier truc qu'on a fait, nous, c'est de l'acculturation. Et on a fait l'acculturation d'abord par le top management. Parce qu'on aurait pu commencer par le bas, mais vu le nombre de personnes qui travaillent chez Renault, ça aurait pris trop de temps. Donc on s'est dit, en fait, si on arrive à convaincre les gens qui prennent des décisions chez nous, ce sera beaucoup plus simple pour le refaire descendre. Donc on a commencé comme ça. Il se trouve que ça s'est plutôt bien passé. Quand on arrive à le faire de façon claire, alors on a été d'ailleurs entouré de partenaires pour nous aider, déjà parce que on ne sait pas tout, et en plus il se trouve que dans les gros groupes comme ça, quand ça vient de l'extérieur, c'est toujours plus crédible que quand ça vient de l'intérieur. Et puis, étonnamment, ça s'est plutôt bien passé. Les gens ont commencé à comprendre, à poser des questions, à s'intéresser. On a eu des retours après des équipes
qui avait entendu justement qu'il fallait traiter ces sujets-là, qu'il fallait commencer à les aborder. Donc voilà, ça c'est vraiment une nécessité en tout cas dans les groupes, de commencer l'acculturation, de voir aussi que c'est utile, que c'est pas juste finalement des singes en JPEG qu'on peut acheter, mais qu'il y a beaucoup de choses et de use case derrière qui existent ou qui n'existent pas encore et qu'il va falloir développer, trouver. Voilà, donc ça, on a commencé en tout cas nous ça. C'est quelque chose qui doit être fait aussi régulièrement parce que ça change, ça évolue. Donc il va falloir le faire. On en a fait nous en fin d'année, en début d'année, et on va en refaire en fin d'année pour le groupe. Voilà. Super, merci. Stéphane? Au niveau d'Alliance, on fait des choses aussi un petit peu dans ce genre-là. Donc on est aussi 150 000 dans le monde, à peu près 10 000 salariés en France. Et en fait, le rôle de l'accélérateur, c'est d'être un explorateur en fait, des technologies, donc d'aller explorer avant qu'elles arrivent justement dans le grand groupe et d'essayer de les faire arriver au bon moment dans le grand groupe via les startups qu'on va identifier et via les projets qu'on va pouvoir monter avec ces startups. Moi, je rebondis aussi sur un peu le côté personnel, parce qu'en fait, au-delà d'être dirigeant de l'accélérateur, moi, je suis un peu une insider dans le domaine Web3. Donc, c'est arrivé avec Ledger il y a quelques années, et plus récemment, j'ai cofondé NFT Factory, et je suis investisseur dans pas mal de boîtes en crypto et en Web3 à titre personnel. Donc j'ai ce côté-là aussi, insider Web3, qui me permet aussi de connecter les deux mondes de manière peut-être un peu plus simple. Donc en fait, quand je disais donc, sur l'évangélisation, on organise des conférences, donc ça commence par là, ça permet de toucher beaucoup de gens, donc notamment... on a aussi le support très fort en fait, du CIO d'Alliance qui lui est à l'initiative en fait, de l'accélérateur, parce qu'il s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on soit en contact des startups et qu'on innove avec ces startups. Et donc on a aussi cette approche-là très, on va dire, au niveau COMEX, au niveau CIO, et qui supporte beaucoup les initiatives qu'on peut pousser. Donc ça c'est vraiment important en fait dans un corporate d'avoir ça, même si ça fait pas tout, mais en tout cas c'est vraiment la clé. Et nous on a une approche top-down et bottom-up. Donc en gros on va évangéliser le COMEX, on va leur présenter les startups qu'on va intégrer dans nos batchs, on va faire d'un autre côté des conférences de prospective sur différents sujets. Donc on a invité Sébastien Borget de Sandbox à parler métaverse. On avait aussi donc Grégory de Work Adventure, qui est une startup qu'on accélère, qui était aussi présent pour présenter un autre volet du métaverse. Sur la crypto, on a eu Eric Larchevêque qui est venu parler de crypto. Donc en fait, on fait beaucoup de ce genre de choses pour justement évangéliser, communiquer et amener en fait les gens à se poser des questions, à comprendre et à s'intéresser à ces sujets-là. Et après, en fait, l'accélérateur donc, a un rôle de recherche en fait, des startups qui peuvent avoir un intérêt, mais un intérêt vraiment pour monter des projets au sein d'Alliance. Il y a vraiment un sujet très pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas accélérer des startups juste pour les accélérer, on va aussi avoir une notion de projet. On a accéléré à peu près 60 startups depuis le début de l'accélérateur, on a dû monter entre 45 et 50 projets avec ces startups. Donc généralement, enfin, dans les grands groupes, c'est pas si simple de monter des projets. Donc on ne fait pas tout ça uniquement avec l'accélérateur. En fait, on a des relais dans les différentes équipes métiers qui, eux, vont monter les projets. D'ailleurs, une des personnes intervenait hier, donc Carlos Martins, qui a monté notamment des projets avec Work Adventure, intervenait hier. Et c'est vraiment important d'avoir ces relais au niveau des équipes métiers, parce que sans eux, en fait, on ne peut pas mettre en place un projet, parce qu'effectivement, il faut impliquer l'IT, il faut impliquer la communication, il faut impliquer la sécurité, enfin, le RSSI. Enfin, généralement, c'est pas simple, et c'est bien d'avoir des gens qui connaissent vraiment bien l'entreprise, parce qu'en fait, ça active le montage des projets, ça facilite le timing des projets. Donc, je parlerai peut-être d'un des projets que l'on a monté peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, vous mettre en fait, comme tu veux, mais en fait, on arrive à monter des projets assez rapidement et de plus en plus rapidement grâce à ça, grâce à ces relais métiers, et on travaille de plus en plus avec des early adopters en fait en interne, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment envie aussi de faire des choses avec des startups et donc qui accélèrent en fait la création des projets.
Et ce que je trouve avec ce côté un peu executive workshop ou des choses comme ça que je fais avec les groupes, c'est que quand ils n'ont pas encore fait quelque chose dans le Web 3 ou dans une technologie spécifique, ils veulent le faire, ils sont vraiment motivés de le faire, mais ils ne le font pas parce qu'ils ne l'ont pas encore fait, donc ils ne le font pas. Et le fait juste d'être ouvert au niveau esprit, de jouer avec des technologies, tout ça, ça veut dire qu'on peut tester, jouer avec et peut-être trouver les applications grâce à ça. Je trouve ça génial. Juste pour comprendre un peu avec le public, qui est start-upper, qui est un peu fondateur de leur truc, hein? OK. Petit developer? OK. Grand groupe, personne qui travaille pour... OK. Avocat, juriste, parce qu'on a quelques-uns qui traînent. Ouais. OK, super. Donc, juste pour comprendre un peu ce qu'on a là. Well, le truc, ce qui m'intéresse, donc, première chose, si pour les gens qui sont un peu dev ou start-up qui regardent cette conversation, c'est que un grand groupe ne peut pas juste faire des choses. Vous avez des obligations spécifiques au niveau réglementaire, peut-être en aviation, au niveau automobile. Vous avez des gros problèmes au niveau RGPD pour respecter toutes ces données que vous avez. Vous avez beaucoup de processus en interne. Vous avez peut-être avec le Web 3 tout le côté marketing ou le côté juridique qui vont dire pas du tout, pas avec notre marque et pas avec ces trucs-là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut naviguer peut-être. Et donc, dans cette première idée, j'aimerais bien parler juste de cette idée de la traçabilité de documents, de système que vous avez mis en place, parce que je trouve ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ne peuvent pas tout décentraliser, mais ils veulent décentraliser le plus possible quand c'est bénéfique à leurs besoins et tout ça. Donc, vous avez quand même fait des choses hyper intéressantes pour sécuriser un peu les données, pour avoir des données en blockchain publique, mais avec beaucoup d'informations qu'il faut quand même garder privées. Donc, peut-être une explication un peu de ce que vous avez fait côté là. J'y vais? Ok. Alors, on va juste se calmer un petit peu. On a testé et on est en mode POC, d'accord? Donc on est vraiment en mode aujourd'hui test, learn particulièrement. Et oui, effectivement, donc dans le cadre effectivement de la traçabilité en fait des documents, comment ça se passe? Il existe en fait un processus et une procédure bien définie qui existe aujourd'hui, qui est que lorsqu'il y a un événement technique qui a lieu sur un des aircraft qui est fourni par nous, cet événement technique en fait nous remonte au niveau central, et en fait si cet élément technique et cet événement technique nécessite une mise à jour de la documentation associée à l'aircraft, il y a toute une procédure en fait qui se déroule, et donc un document qui est mis à jour, un document en fait est modifié et répondant spécifiquement à ce fait technique. Et il faut s'assurer aussi jusqu'au bout du bout que ce document qui a été modifié a bien été à un moment donné bien communiqué à la fin au client final pour lequel ce fait technique en fait a été relevé. Donc ça, typiquement, on s'est dit, bah, tiens, on va essayer, on va tester, hein, et on va utiliser les fondamentaux de la blockchain, qui est donc l'immutabilité de l'information qui est inscrite dans les blocs, etc., que vous connaissez tous. Et on va essayer de mettre en place cette mécanique, mais on va essayer aussi, dans l'approche, d'avoir une approche pure Web 3. Alors là, c'est un peu foufou, c'est-à-dire qu'on va demander en fait aux gens de se connecter avec un wallet, de s'identifier en tant que tel. Après, charge à nous d'essayer de mapper justement en fait cette approche Web3 wallet avec l'identité qu'il y a dans nos systèmes existants. Donc là, on fait vraiment un mix Web 2, Web 3. Et de facto, on tokenise aussi le document associé. Donc un document, on le crée, on mint un token, on y ajoute des informations et des méta associés. Principalement les méta. On n'a pas encore, et on n'est pas encore atteint l'objectif qui était de décentraliser aussi le stockage du fichier, puisque ça c'est l'objectif vraiment final, et d'utiliser donc cette capacité de la décentralisation pour, dans l'absolu, donc faire cette traçabilité, mais aussi essayer de voir et de mettre en place une approche DAPisée, on va dire ça comme ça. Pas évidente, hein, parce qu'on n'est pas encore tout à fait DAPisé, on va être tout à fait honnête, mais DAPiser ça pour rapprocher aussi la donnée au plus proche des consommateurs de cette donnée-là associée. À savoir que dans les grands groupes, et même en approche centralisée, alors pour ceux qui, je pense que pour ceux qui viennent du Web 2, je vais dire des choses qui ne sont pas nouvelles,
Mais les problématiques de performance, lorsqu'on est un groupe mondial comme nous, et lorsque tout est centralisé en Europe, quand un mec qui se connecte en Australie, il y a des fois, il a juste la larme à l'œil parce que en fait, ça met 3 heures à s'afficher, quoi. Même si on met en place des CDN, de la Kamaï, enfin toutes les technologies qu'il y a aujourd'hui pour faire du caching, mine de rien, en fait, on a des vraies problématiques de performance, d'accessibilité à la donnée. La blockchain, en tant que telle, si on la pense bien, peut résoudre en partie cette problématique de décentralisation de la donnée et la rapprocher au plus proche du consommateur. Ça, c'est un des objectifs qu'on s'était fixé, qu'on a testé. Ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est vraiment le use case de la traçabilité du document. On n'est pas allé jusqu'à la décentralisation du fichier. Là, on a d'autres problématiques, d'accord? Parce que alors, ça reste un fichier dans l'absolu qui est public, mais la data aussi est publique. Il faut quand même la hacher. Puis il y a quand même on doit faire intervenir les éléments de sécurité. On a aussi des problématiques d'export contrôle, GDPR, etc. Blablabla. Donc tous les aspects réglementaires qui sont autour ne sont pas forcément des problématiques techniques. Donc là, on a d'autres problèmes à régler. Mais la décentralisation au niveau de la data est complexe. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse arriver à la maîtriser. Ça veut dire quoi, la maîtriser? Ça veut dire qu'en fait, une donnée, suivant sa catégorisation, suivant son niveau de sensibilité, elle ne peut pas forcément être stockée n'importe où. Donc il faut qu'on ait les moyens en fait, de maîtriser où on va stocker la donnée en fonction de son niveau de sensibilité. Donc voilà ce qu'on a mis en place. Donc ça, on l'a fait pareil en 4 mois, avec l'aide d'un stagiaire qu'on a pris avec nous dans nos équipes et qui était proche aussi du métier associé. C'est un stagiaire que je remercie, c'est Maxime Geiger, qui est en fait le président de Cryptosphère, donc l'association des étudiants autour de la blockchain. Et on a travaillé d'arrache-pied pendant 4 mois pour réussir à sortir quelque chose. Alors, c'est pas sexy, c'est pas beau, parce qu'on n'est pas designer, il n'est pas designer, on n'a pas fait trop de trucs jolis. Par contre, c'est fonctionnel, ça marche et ça a montré l'intérêt. Reste maintenant à essayer donc d'accélérer, de voir plus loin et de partager ça au niveau business. La problématique, c'est qu'au final, quand même, d'un point de vue business, ça reste avant tout un problématique et un projet technique vue de leurs yeux, parce qu'en fait, d'un point de vue business, on n'a rien amené de particulier. Donc là, il va falloir qu'on retravaille. Donc, et ça, c'est beaucoup de choses qu'on a entendues en fait dans toutes les sessions. C'est la valeur en fait que la technologie doit nous amener et le mapping de cette technologie avec la valeur associée au niveau business. C'est ça le vrai challenge en fait. Et donc, avec toutes ces obligations de respecter les normes, de respecter les données, de toutes les obligations réglementaires, est-ce que ça se connecte un petit peu de projets que tu voulais évoquer ou pas, Sylvain? Mais juste dans le sens qu'avec Alliance, quand même, avec RGPD, avec toutes les obligations internes au niveau du règlement, est-ce que ça se connecte un peu? Mais elle est dans maintenant ton sens de ton projet pour expliquer ça. Ouais, dans tous les projets, il y a cette notion de RGPD qui est importante. Et d'ailleurs, le sujet que je voulais évoquer, c'est donc on a travaillé avec Work Adventure, donc qui était présent hier et qui est présent sur le salon aujourd'hui, qui fait un métaverse 2D. Donc nous, on a pris l'approche dans un premier temps, parce qu'on est aussi en test and learn. Et l'idée, c'était d'essayer d'avoir un quick win pour montrer en fait en interne ce qu'on pouvait faire et que ça apporte quelque chose. Et avec Work Adventure, en fait, on peut créer des mondes virtuels. Donc ça peut être des espaces virtuels pour travailler, ça peut être des événements virtuels du type hackathon. Et nous, on l'a utilisé pour faire autre chose. On l'a utilisé pour faire un événement de recrutement d'alternants. Et donc on a travaillé avec la RH parce qu'il y avait des problématiques en fait pour attirer en fait des alternants plus tech, plus geek, qui ont plus envie de faire des choses sympas et de créer des nouveaux mécanismes en fait de recrutement. Et donc on a créé un recrutement 100%, un outil de recrutement en fait 100% sur un métaverse 2D. Et on a monté un événement qui a duré 2 jours. Et sur cet événement, en fait, on a eu plus de 1000 alternants qui sont venus sur l'événement. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu un niveau de satisfaction de leur part qui était assez énorme, plus que sur la plupart des événements qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et aussi, c'était sur le nombre d'interactions. Donc on a eu plus de 5000 interactions en fait, entre ces alternants et des gens d'Alliance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le monde virtuel qu'on avait construit, c'est un monde virtuel sur lequel ils pouvaient avoir des informations sur Alliance.
Donc ils avaient des espèces de spots d'information où ils pouvaient savoir connaître les différents métiers disponibles, ils pouvaient parler avec des gens, ils pouvaient parler avec des gens du métier ou des gens qui avaient déjà le métier qu'ils voulaient éventuellement faire chez Alliance. Et du coup, c'était un espace à la fois libre en circulation, mais aussi sur lequel ils pouvaient obtenir de l'information, ils pouvaient échanger directement. Et ensuite, ça a donné lieu en fait à des vrais entretiens de recrutement d'alternants. Donc on recrute pas mal d'alternants tous les ans, et ça c'est quelque chose qui a vraiment très bien marché. Notre idée en fait à chaque fois, c'est vraiment de faire des projets très pragmatiques et qui apportent quelque chose à l'entreprise. Et là, en l'occurrence, c'est un nouvel outil, et c'est quelque chose qu'on va sans doute reproduire. On regarde aussi des sujets de onboarding. De la même manière, en fait, quand on a des nouveaux entrants, comment on peut leur pousser de l'information, comment on peut créer de la connexion entre eux pour qu'ils s'entraident. Et pour ça, le Metaverse 2D est aussi très sympa. Donc on a intégré, donc sur la sécurité, on a intégré du SSO sur le Metaverse, qui pour l'instant n'est pas NFT gated, mais le NFT gated, c'est des choses qu'on a testées aussi. On est en train de regarder, on est en train d'explorer aussi la piste de. Donc on accélère en ce moment OpenGem, donc qui a travaillé avec Airbus sur le NFT. Et de là est venue une idée justement qui était d'explorer le NFT pour les collaborateurs. Donc en fait l'idée en fait c'est de en général c'est donc je parlais des conférences, donc il y a ce côté évangélisation, mais après il y a le côté pragmatique, c'est-à-dire immerger les gens, les collaborateurs en fait dans l'utilisation des technologies, les amener à utiliser les technologies, à se rendre compte ce que c'est, donc se rendre compte ce que c'est de créer un wallet, de posséder un NFT, de revendre un NFT sur OpenSea, de suivre un petit peu tout le cursus qu'on a tous pu faire à un moment donné quand on a commencé, et de les amener à explorer ça pour les immerger vraiment dans de l'innovation et pas simplement leur en parler. Ça, je pense que c'est vraiment important si on veut les engager aussi. C'est vrai que pour certains d'entre eux, et ça permet aussi d'explorer, de savoir qui connaît déjà, parce qu'en fait, beaucoup de gens font de la crypto, beaucoup de gens font du NFT, et des fois, on n'imagine même pas qui on fait dans l'entreprise. Je pense que c'est une bonne façon de connecter ces gens-là et de voir un peu qui on a déjà en interne qui sont des early adopters de ces technologies-là. C'est vrai que pour le projet qu'on a fait, ça donne une indication. On pourrait dire 3000 c'est beaucoup, mais ça fait 3000 sur 150 000. Donc c'est pas si énorme que ça. Ouais, mais au moins, comme on voit avec le monde, il n'y a pas beaucoup. On pense que tout le monde s'intéresse à notre sujet, mais il y a quand même juste un petit peu de monde qui est dans le monde Web3 et NFT. La quantité de wallets uniques qui sont sur OpenSea en train de jouer avec les NFT, c'est quand même soit 40 millions, 50 millions dans le maximum en réalité. On est quand même 8 milliards dans le monde, donc on est quand même au début de beaucoup de sujets. Commencer quelque part, c'est super, au moins 3000, c'est 3000, et on va continuer ça. Mais de prendre cette idée de le monde d'assurance vers une des applications que tu m'as évoquées, le fait de qu'est-ce qu'on peut faire avec le Web3 en entreprise chez Renault. On va peut-être revenir vers le côté marketing et com, mais sur le côté guarantee on-chain que vous avez en projet. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Oui, bien sûr. En fait, il y a deux aspects en fait aujourd'hui que nous on voit sur la technologie Web3. Il y a évidemment toute la partie marketing, on pourra revenir après, qui est plutôt de l'image, de la création de communauté, etc. Mais on voit aussi nous la tech pour la tech, c'est-à-dire se dire que il y a des usages qui peuvent être des usages internes, ou en tout cas sur des besoins qui sont liés finalement à des choses que le client final évidemment va pas forcément voir, en tout cas aura pas. Alors c'est pas nouveau parce que je vois que c'est de plus en plus les événements commencent à dire que l'utilité est plus importante finalement que l'image. Et il y a par exemple, oui, tu fais allusion en fait au certificat. L'idée c'est de se dire que on pourrait très bien, et on est en train de réfléchir à ça, et on n'est pas les seuls, dans l'automobile en tout cas, se servir des bénéfices de la blockchain en fait pour associer une voiture à un NFT qui servirait finalement de garantie, de certificat pour la voiture, et qui ont récupéré par exemple
le jour de l'achat d'une voiture, et qui suivrait le véhicule finalement tout au long de sa vie, et qui serait transmis comme le jour où je revends ma voiture, il est transmis, et du coup à l'intérieur serait inscrit finalement la provenance, toutes les opérations qui ont été faites sur la voiture, le nombre de kilométrages aussi. On sait que quand on revend une voiture, finalement, les deux journées, c'est de savoir si elle a été accidentée, si elle a eu des problèmes, si le kilométrage est vrai. Alors, sur certains véhicules, c'est peut-être moins important. Sur des voitures comme Alpine, par exemple, les voitures de sport, c'est d'autant plus important parce que la valeur peut vraiment descendre. Donc voilà. Et puis en plus, ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, c'est la partie plus technique qui va être transparente finalement pour le client. Il verra juste le bénéfice de se dire, ok, j'ai une vraie garantie, en tout cas, parce que je vais pouvoir vérifier que les informations dessus sont réelles et n'ont pas été trafiquées puisque c'est lié à la blockchain. Mais en plus, par exemple, quand on achète une voiture, le moment le plus frustrant qu'on a, c'est le jour où on commande la voiture. Il peut se passer 2 mois, 3 mois, 6 mois, selon le véhicule, avant qu'on la récupère. Et c'est encore plus vrai pour des voitures de sport comme Alpine, encore une fois. Et ben, on pourrait aussi associer au NFT qu'on va récupérer le jour où on récupère où on paie en fait sa voiture. On n'a pas encore récupéré la voiture réelle, physique. Récupérer un double digital de sa voiture. Avec laquelle on pourrait garder déjà à voir, mais aussi par exemple jouer sur des jeux vidéo avec son véhicule qui aurait la même finition, la même couleur, et c'est sa voiture, c'est la nôtre, c'est pas une voiture random du jeu vidéo, c'est la nôtre qu'on peut utiliser directement dans des jeux vidéo. On voit qu'il y en a déjà aujourd'hui, hein, comme Rave Racing ou autres qui existent, avec lesquels on a déjà collaboré d'ailleurs. Et puis voilà, donc on voit qu'en fait, ne serait-ce que pour l'industrie automobile, on peut créer de l'utilité pour le client final, du plaisir aussi, puisque finalement il va pouvoir jouer avec, se servir, etc. Donc ça c'est un petit exemple, parce qu'en fait on a parlé tout à l'heure d'onboarding aussi, donc de comment créer de l'attractivité. On en avait parlé nous hier justement, c'était le sujet, donc ça aussi c'est un sujet qu'on traite. Et puis on peut aller même encore beaucoup plus loin. On réfléchit aussi à se dire qu'on pourrait mettre des capteurs sur les pièces vitales de la voiture, ou les pièces d'usure finalement, et de récupérer en temps réel et d'inscrire sur la blockchain aussi en temps réel en fait l'usure, d'anticiper du coup des réparations, des entretiens à faire sur le véhicule. Encore une fois, comme c'est blockchainisé, on l'associe au carnet d'entretien, et donc on a l'assurance en fait que les entretiens ont été faits à temps, que telle pièce a été changée à temps aussi. Donc voilà, donc on se rend compte en fait qu'il y a des usages réellement utiles. Peut-être pas aussi bling bling, ou en tout cas m'as-tu vu que des choses un petit peu plus voilà, dans l'entertainment, etc., mais qui peuvent être vraiment créer de l'utilité pour nous. Et surtout qu'on en a besoin, parce que l'automobile aujourd'hui, elle fait face quand même à une crise importante avec les problèmes de matières premières, que ce soit l'énergie ou les matériaux, que ce soit les changements aussi d'usage des gens. Donc il va falloir qu'on crée, et le Web3 peut nous aider aussi à de nouveau créer de l'attractivité, de la sécurité, de l'assurance pour notre industrie, quoi. Et si je peux rebondir sur ce que tu décris, Jonathan, c'est que les problématiques que tu évoques en termes de traçabilité, soit de circuits logistiques pour des pièces ou des opérations de maintenance, côté aéronautique, on a ces mêmes besoins, voire même à un niveau encore plus élevé, quand il s'agit d'assurer le maintien en navigabilité d'un aéronef, que ce soit un hélicoptère ou un avion, de pouvoir démontrer ça par rapport à des autorités de certification. Donc on a les mêmes types d'enjeux, et ce type de technologie-là, par rapport à ce que intrinsèquement ça apporte, hein, l'aspect par exemple d'être auditable par un tiers, de façon transparente, d'être public quelque part, même si c'est des infos qui peuvent être ensuite discutables, hein, est-ce que c'est du domaine privé ou pas sur les infos qu'on va stocker, mais de se dire par exemple à un auditeur que oui, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de tiers de confiance que je vais impliquer, bah, ce sont des atouts de la technologie que nous, côté industrie, et je pense que c'est partagé aussi de ton côté, on se dit oui, il y a peut-être des cas d'utilisation qui permettraient de résoudre ou d'aider à résoudre ce type de problématique. Donc il y a 3 trucs. Première chose, ça sera super pour des Digital Twins, le jour où je peux acheter une Renault Scenic et jouer avec ça dans Grand Theft Auto. Je trouve ça sera cool. Rouler dans le Scenic en Grand Theft, ça sera bien. Pardon, et c'est pour aussi vous animer un peu, parce que je sais qu'on dort. On est fatigué, tout ça. Bling Bling, c'est en fait hyper important, parce que dans le Web 3, on peut
être un peu c'est shiny avec tous les trucs qui sont intéressants et tout ça, mais le monde de corporate, le vrai monde d'innovation n'est souvent pas très sexy, mais c'est des problèmes réels qu'il faut résoudre. Donc je trouve ça c'est hyper important pour les start-upers et les développeurs à comprendre que vous avez besoin des solutions sur des problèmes réels et ce n'est pas nécessairement un truc qui fait rêver le monde de Web3 et des devs, mais c'est des trucs qui doivent être résolus et qui représentent les opportunités de créer des solutions et au niveau d'avoir une start-up qui travaille dans ces sujets. Donc, le troisième truc, le truc que je veux qu'on adresse ensemble, donc, c'est de passer un peu de vos exemples spécifiques et juste dans l'idée en général pour vous, particulièrement les start-upers, développeurs et tout ça, cette idée de comment travailler avec les grands groupes si on parle de cette innovation, parce que c'est quand même les centaines et centaines de milliers d'employés, 150 000, oui, 150 000 et combien même un peu. Et donc, dans cette idée-là, pour vous, vous pensez, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que start-upper, dev et tout ça? Mais déjà, une stagiaire a travaillé sur ça. Aussi, on a OpenGem, donc on a Franck et Damien qui ont travaillé sur le projet de Digital Collectibles chez vous. Je vous laisse répondre un peu à ça, mais le sujet qui m'intéresse, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, start-upper, dev, qu'est-ce que je peux imaginer faire avec vous? Qu'est-ce que je dois comprendre si je veux vous aider, vous accompagner dans le Web 3 pour travailler sur vos problèmes, problématiques ou les choses? Mais je vous laisse, vous avez tous une réponse un peu à ça parce que c'est dans votre truc, mais qui veut commencer? Ouais, je peux commencer. En fait, je pense que ce qui est important dans tout ce qu'on a dit là, c'est que, et c'est très intéressant d'ailleurs ce panel, parce que je pense que chacun a essayé de résoudre, en tout cas de répondre à des vrais problèmes avec une technologie. Et ce n'est pas toujours le cas des grands groupes. Dans certains cas, les grands groupes, en fait, c'est un terme que j'aime pas, mais jouent un peu avec des startups, essayent des choses, font des choses pour de la com et tout ça. Et ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop moi. Et je trouve que on a effectivement un très bon panel parce que il y a des choses très pragmatiques qui ont été faites et qui répondent à des problématiques et qui sont faites pour une bonne raison. Quand on utilise une technologie, j'en parlais il y a quelques années, et encore plus récemment sur l'AI, ou sur le Web3, on utilise une technologie parce qu'à un moment donné, elle nous permet de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant de la même manière ou pas aussi bien sans cette technologie. Si on utilise une technologie et qu'on l'utilise juste parce qu'on a envie de l'utiliser, généralement, ça ne marche pas très bien. Donc en fait, il y a vraiment l'adéquation de la technologie avec la problématique qu'on a dans l'entreprise. Et donc ça, je pense que c'est un point en tout cas qui est important. Il faut vraiment partir de ça. Après, qu'est-ce qu'une start-up peut faire avec un grand groupe? En fait, c'est toujours pareil. Quand on veut travailler avec quelqu'un, que ce soit un grand groupe ou quelqu'un d'autre, il faut essayer de le comprendre. Et que ce soit un partenaire, que ce soit un VC, que ce soit... généralement, il faut essayer de comprendre l'autre déjà pour pouvoir travailler avec lui, pour pouvoir travailler avec lui de belle manière. Donc c'est ce qu'a fait OpenGem avec Airbus, en apportant la bonne solution, en les aidant à construire la solution. Nous, on a fait quelque chose de similaire avec Work Adventure. Donc c'est un travail collaboratif. Work Adventure a apporté aussi son expérience avec d'autres corporates. Il travaillait avec des corporates allemands, il travaillait avec différentes structures et ils nous ont apporté en fait de la connaissance en fait sur du retour d'expérience d'autres clients sur des virtual office notamment ou sur du onboarding ou sur d'autres événements qu'ils avaient pu construire. Et en fait, ça, c'est vraiment important en fait pour un corporate de ne pas partir de zéro. C'est pas forcément, le corporate n'aura pas forcément l'idée de 100% de ce qu'il a envie de faire, et c'est souvent un travail collaboratif avec la start-up. Et donc la start-up a autant à apporter que le grand groupe dans tout ça. Après, les problématiques de grand groupe, on en parlait tout à l'heure, elles se recoupent un peu toutes, hein. Et généralement, elles ne sont pas très connues par les start-up. Donc il y a les problématiques de sécurité interne, qui sont assez cruciales. Donc nous, par exemple, sur Work Adventure, on a eu la chance que
que Work Adventure, en fait, il n'y a rien à installer, c'est 100% accessible sur le web, c'est GDPR compliant. Ils avaient coché déjà un certain nombre de cases parce qu'ils avaient travaillé avec des gros corporates et ils avaient déjà eu ces problématiques-là. Mais donc voilà, donc il y a le GDPR, donc toute la gestion des données, ça c'est vraiment important, c'est des choses qu'on va regarder. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux compléter avec bien sûr. deux, trois éléments sur les aspects contraintes des grands groupes. Tu l'as dit, la compliance, sur la data, mais aussi sur les règlements, les régulations applicables. L'aspect sustainabilité des solutions. Alors on pense forcément à des solutions les plus green possibles, mais quand on dit sustainabilité, c'est aussi des solutions pérennes à nos échelles de groupe, sur 5, 10 ans, c'est-à-dire si on prend une solution qui est obsolète dans 2 ans, ça ne le fera pas. Les contraintes réglementaires, j'y reviens, on a des clients militaires. Est-ce qu'on a des solutions qui sont compatibles avec des clients militaires ou des États qui sont à l'autre bout du monde? Donc on a ce type d'exigences-là qui sont à appréhender et à intégrer pour que la solution soit viable industriellement de notre côté. Et surtout, il y a une chose qu'anticipent peu les startups, c'est que moi je vois beaucoup, donc j'accélère des startups et je vois beaucoup de startups qui se plaignent que les grands groupes font uniquement des proof of concept. Et en fait, moi je dis aux startups quelque chose d'important, c'est que vous leur vendez quoi? Et en fait, souvent la réponse c'est on leur vend un proof of concept. Ok, donc si vous leur vendez un proof of concept, ils vont faire un proof of concept. En fait, en gros, moi, ce que je conseille aux startups, c'est juste un peu différent sur la terminologie, mais ça change absolument tout pour le grand groupe. En fait, on vend une solution à une startup et on passe par un proof of concept pour valider que la solution va être pérenne et déployable globalement. Ça change tout. Parce qu'en fait, si on vend un proof of concept, on a en face de nous un interlocuteur qui va valider le fait que ce proof of concept... il est le budget, il est la possibilité de le déployer, donc il va valider une petite enveloppe budgétaire, mais il ne va pas forcément valider que ça peut être déployable et qu'il a suffisamment de budget pour aller plus globalement. Si on lui vend une solution, il va d'abord regarder qu'il ait ce budget plus global, combien ça coûte globalement, que cette enveloppe existe, et ensuite on va passer par un proof of concept qui va être une étape de validation pour passer à l'étape d'après. Mais l'étape d'après, elle aura déjà été prévalidée. Et ça change absolument tout sur la capacité de déploiement d'une de vos solutions dans un grand groupe. Alors, je te rejoins tout à fait sur ce point-là, en fait. Mais ça n'a rien à voir forcément avec le Web3, puisqu'on fait les approches de POC, ça fait déjà des années que ça existe. Le cloud et l'avènement du cloud aussi a amené un foisonnement en fait, de POC un peu de partout. Donc la logique avec les grands groupes, et là je donne juste un conseil aussi effectivement aux startups, dans le même sens que ce que tu as dit, c'est qu'il ne faut pas arriver dans un grand groupe en disant putain c'est des dinosaures, on n'y arriverait jamais, c'est n'importe quoi. Il ne faut jamais faire ça. Ça ne le fait pas parce que c'est un travail collaboratif qui doit être fait, et c'est comme ça que ça marche. Et c'est souvent pas le cas parce que vous avez souvent dans des grands groupes des gens qui connaissent mieux la tech que vous. Alors ça, pas tous, ça mais c'est vrai. Souvent c'est le cas. Ça c'est vrai, et ça c'est une remarque aussi que je ferai dans le monde du Web3 aujourd'hui, c'est-à-dire que pour avoir travaillé avec quelques personnes hyper calées en fait dans le monde du Web3, sur la blockchain, etc., ils connaissent très très bien ce monde-là. Par contre, l'écosystème un petit peu du Web 2, avec les grands principes d'architecture, les problématiques et contraintes de sécurité associées, le reverse proxy, la gestion de l'identité, toutes ces problématiques-là, il y en a certains qui ne les connaissent même pas. Donc oui, il y a une vraie complémentarité à avoir. Le mix Web 2, Web 3 doit être fait. C'est que comme ça que ça marchera. C'est que comme ça qu'on arrivera à avancer sur le monde du Web 3, en tout cas de mon point de vue. Et on a tous notre pierre à amener à l'édifice là-dessus. Donc vraiment, je vous engage à être ouvert quand vous arrivez vers un grand groupe. Et le POC marchera et doit marcher que si il marche sur l'infrastructure cible du client et pas à l'extérieur. Parce que là, après, on a une problématique d'industrialisation et de déploiement à l'échelle de l'entreprise. Parce que ça ne suit pas les standards, parce qu'on sort un petit peu des règles. Et ça amène énormément de problématiques. Voilà. Et je pense que le Web3 rentrera étape par étape dans les grands groupes. Et donc je reprends l'exemple de Work Adventure. Dans un premier temps, en fait, on n'a pas fait de NFT gated dans Work Adventure, on a fait du SSO.
donc du single sign-on, qui est quelque chose qui est plutôt, plutôt dans les grands groupes, mais c'est une façon de se connecter en fait à la plateforme. Donc Work Adventure supporte ça. Donc ils ont bien compris ils font du NFT gated, mais ils font aussi du SSO. Et par la suite, en fait, on aura aussi dans la plateforme des NFT, on aura aussi sans doute du NFT gated pour accéder à certains espaces dans les mondes virtuels. Mais on le fait étape par étape. Et le produit s'adapte aussi on va dire, aux besoins ou aux contraintes, comme vous voulez, des grands groupes de sécurité en l'occurrence. Donc, pour moi, le truc à souligner pour les startups, pour les entrepreneurs, ou même les devs indépendants, des choses comme ça, c'est que c'est possible de travailler ou accompagner les grands groupes avec les bémols de première chose pour l'époque et tout ça, être sûr que quand même le grand groupe est sérieux, parce que malheureusement, dans l'innovation, ça arrive beaucoup qu'ils vont jouer avec, mais ils vont jamais peut-être... aussi peut-être parce qu'on n'a pas vendu de bonnes choses, mais au moins comprendre ça, mais vraiment parce que vous avez compris leurs objectifs et leurs obligations, leurs complications un peu internes de ce qui doivent rester un peu dans notre âme. Pour moi, il y a un truc hyper intéressant juste à continuer dans cette idée, c'est que une autre chose peut-être à comprendre si vous êtes dans notre monde de Web3 et tout ça, c'est que là, ce n'est pas JM, ce n'est pas LFG, ce n'est pas WAGMI. Là, c'est des grands groupes. Et ce n'est pas parce que vous aimez les monkeys JPEG et on pense tous que le Bitcoin sera le money du monde que ça les intéresse nécessairement ou que ça va résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas une critique, mais le truc, c'est que cette culture n'est pas leur culture en interne. Et donc, il faut aussi être... sérieux dans le sens que il faut comprendre comment parler avec un grand groupe pour expliquer les vraies opportunités et utilités de Web3 à l'application de grands groupes. Je donne une petite anecdote. On a fait un projet NFT. C'est sûr que le business model d'Airbus n'est pas de devenir un créateur de collections d'art numérique et de les vendre sur OpenSea, clairement. Petite anecdote néanmoins, aujourd'hui Airbus ne possède pas de cryptoactifs et n'est pas prêt aujourd'hui à ne serait-ce que créer un wallet pour acheter le moindre Ether ou le moindre AVAX, sauf si un client arrive en disant je veux acheter un A320 avec mes bitcoins, où là ils vont peut-être commencer à regarder, mais aujourd'hui on est dans cet état de fait, c'est-à-dire que même la question qui est tiens, mais si Airbus devait se doter d'un wallet pour avoir quelques cryptoactifs, on ne sait pas au sein d'Airbus qui va l'acheter, qui va gérer la seed phrase, par où on va acheter pour passer ces cryptoactifs. Donc on est à cette étape-là dans des grands groupes, par exemple, ne serait-ce que ce qui nous semble assez basique déjà pour quelques initiés pour acheter de la crypto-monnaie. Avant de répondre, parce que j'aimerais bien voir comment ça connecte avec Renaud, c'est juste que quand on avait discuté ça avant le panel, ça m'intéresse beaucoup parce que effectivement, c'est hyper compliqué en interne, au niveau finance, au niveau juridique, pour eux d'avoir une wallet. Les NFT Factory, quand ils ont accompagné Centre Pompidou dans le premier achat de NFT pour une collection permanente d'un grand musée, c'était mais qui va détenir le wallet d'une institution publique? Le Trésor public, tous ces gens-là étaient, mais non. Et donc, c'était une énorme discussion le gouvernement. Quelqu'un, quelque part, va avoir une wallet avec des cryptos dedans pour, en fait, détenir les NFT de Centre Pompidou. Donc, dans cette idée, j'aimerais bien avoir aussi ce que vous voulez discuter, mais juste de comprendre aussi comment ça marche chez vous pour ça. Mais Jonathan? Non, mais le mot que tu as utilisé qui était important, c'est le mot culture, en fait. Moi, j'ai assisté à des réunions avec le juridique et avec le financier. Quand on leur parle crypto et tout ce qui va avec, forcément, ils ne comprennent pas. C'est pas qu'ils comprennent pas. Ils comprennent, c'est juste que c'est pas les process qu'ils ont d'habitude, c'est pas leur culture à eux justement, et que c'est compliqué, ça prend du temps. Mais ils sont ouverts, hein, ils comprennent, et donc ça prend juste du temps. Ils n'étaient pas contre, c'est juste que personne n'avait de réponse. C'est ça, exactement. Sur le petit exemple du projet NFT, on a impliqué le légal. On a eu nos premiers terms and conditions du projet NFT signés par notre légal. Ils étaient vraiment intéressés d'apprendre sur le sujet. Mais c'est vrai que dès qu'il faut changer des standards d'entreprise ou des process d'entreprise, voilà, c'est ça. Ça prend du temps. Le côté dinosaure, c'est plutôt nos process qui sont compliqués, mais les gens, ils sont toujours intéressés. Quand on fait de la culturation et qu'on montre la culture Web3, ce que c'est, les gens sont super curieux, super intéressés. Mais c'est pas notre culture, en tout cas, c'est pas les process qu'on a nous. Et puis,
si on fait le parallèle avec la culture Web 2, c'est pareil. En fait, nous aujourd'hui, on travaille que avec des mails, avec Internet, on a des sites web. C'est pas pour ça qu'on a la culture Web 2 de l'époque où Internet s'est créé, quoi. Donc, il faut faire une différence entre la culture qui est plutôt liée finalement aux activations peut-être marketing que les marques ont fait au début, pour montrer qu'elles étaient un petit peu dans l'innovation, qu'elles étaient dedans, qu'elles étaient jeunes, qu'elles ont voulu aussi jouer avec ça. Et la technologie elle-même, qui finalement est une technologie et qui répond à des usages. Et il n'y a pas de culture associée à cette technologie. En fait, concerne de la blockchain, moi je vois pas la culture derrière. Ce que je vois la culture, c'est la culture Web3. Il y a tout un truc, une histoire autour de ça. Mais nous, on a besoin de technologie pour répondre à des problématiques précises. Donc il y a quand même un écart entre les deux et qu'il ne faut pas forcément mélanger. Donc ça peut être un petit peu décevant pour des gens et ça peut faire peur une grande entreprise en disant en fait ils comprennent rien. C'est pas qu'on comprend rien, c'est qu'en fait on n'a pas les mêmes besoins et qu'on. Vous êtes ouvert. Mais on est complètement ouvert. Et chez Allianz, il y a quelqu'un avec un wallet chez Allianz au niveau officiel Non, on est un assureur, hein, donc c'est pas. Non, Ouais. non, la crypto est pas près de rentrer chez Allianz dans un wallet. Non, c'est compliqué. Les assureurs sont plutôt crypto-averses. Averses en général, mais crypto-averses aussi. Non, c'est pour ça qu'il y a des sociétés qui existent qui peuvent héberger des wallets qui sont externes et avec qui on pourrait travailler. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu cette problématique-là encore. Mais non, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire. Donc, on est très loin de tout ça. On arrive à la fin de notre temps ensemble, mais juste avant de partir, une ou deux phrases, juste pour un peu résumer tout ça, sur Web3 Solutions for Large Companies de chacun. Qu'est-ce que vous avez en une ou deux phrases à dire pour clôturer notre temps ensemble? Très rapide de mon côté, on a tout un tas de problématiques. Ces technos peuvent aider ou pas. C'est peut-être la bonne solution, c'est peut-être pas. Mais en tant que grand groupe, on est ouvert à travailler avec l'écosystème ou avec les startups. Et ce qu'on apprécie en tout cas dans l'esprit des startups, c'est à la fois la compétence technique pointue que vous pouvez avoir et votre rapidité, votre agilité d'exécution, que n'ont pas aussi nos partenaires classiques. Donc on va être en quête de ce type d'atout de votre côté. Alex? Alors, moi, je vais dire, et j'avais l'intention de dire exactement la même chose que toi, c'est-à-dire vous êtes vraiment les bienvenus. On est tout à fait prêt à travailler avec les startups. Bien au contraire, ça nous ouvre l'esprit, ça peut aussi amener des changements de culture naturellement, de savoir aussi ce qui est fait à l'extérieur et de partager votre expérience sur ce qui est fait à l'extérieur, c'est vraiment fondamental. Et ce qu'on disait tout à l'heure, et là, ça c'est une vérité, c'est que quand en fait le message vient de l'extérieur et de personnes externes, il est souvent mieux écouté et mieux entendu que si ça vient d'une personne interne, un tant soit peu, même quel que soit son niveau de compétence et de connaissance sur le sujet. Donc welcome, et puis travaillons ensemble et démocratisons donc cette approche Web3 sur laquelle moi personnellement je crois beaucoup et je sais que ça va résoudre certains sujets. Donc oui, de mon côté, l'accélérateur en fait est un excellent point d'entrée pour Allianz sur tous les côtés innovants. Donc on a déjà travaillé avec des startups Web3, on a des projets dans le pipe, on en aura d'autres. C'est quelque chose qu'on veut développer, mais toujours avec des problématiques pragmatiques. Et c'est pas une question vraiment de retour sur investissement, parce qu'en fait, le retour sur investissement, ça peut être un retour sur innovation et sur des nouvelles choses qu'on propose. C'est pas forcément de l'argent, voilà. Mais par contre, d'avoir quelque chose de pragmatique qu'on peut déployer et qui peut apporter à l'entreprise. On parlait hier avec Work Adventure et les espaces virtuels. Donc comment mieux gérer le travail hybride. Et donc en l'occurrence le Metaverse 2D, ça répond bien, en tout cas de nos premiers tests, ça répond bien à cette problématique-là. Donc à nouveaux problèmes, nouvelles solutions, et donc il y a d'autres problèmes au fur et à mesure, et vous avez sans doute des solutions qui peuvent répondre à ces problèmes, donc faut pas être timide. Moi, je suis d'accord avec tout. Donc, en fait, je vais faire une synthèse. Finalement, c'est que oui, la technologie Web3, évidemment que les grands groupes doivent s'y intéresser et qu'on ne sait pas encore si c'est la solution, si c'est une solution et jusqu'où on va aller. Et que
par rapport aux partenaires qu'on va pouvoir avoir et aux solutions qu'on va pouvoir développer, il faut surtout qu'on ait du sur-mesure. Enfin, nous, on a besoin de beaucoup de sur-mesure. On est des grands groupes avec des problèmes spécifiques, donc les solutions toutes faites, c'est rarement pour nous. Et puis surtout, il va falloir qu'on développe des solutions qui aujourd'hui, en fait, qu'on ne connaît pas et qui vont peut-être justement faire bouger les choses et permettre en fait aux grands groupes de rentrer les deux pieds entièrement dedans dans le Web3, quoi. Voilà. Parce que si ce n'est pas sur X, on va dire Twitter, ça n'existe pas. Il y a une selfie. Merci, Elan. Un tonnerre d'applaudissements pour cette équipe de rêve et cette discussion. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Et n'allez pas trop loin parce qu'on a Samuel avec les smart contracts qui arrivent là. Donc, merci bien et profitez de dernières minutes de NFT Biarritz. C'est tout ce qu'on partage ensemble. Merci.